Et bonjour à tous, on est de retour après avoir fait l'AFC South, l'AFC North. Place maintenant à l'AFC East pour continuer notre petit conseil de classe des drafts des 32 franchises de la NFL. Qui est-ce qu'on va taper sur les doigts? Qui c'est qu'on va féliciter? Eh bien, on va voir. Il y a déjà eu des palmes d'honneur qui ont été distribuées. Il y a aussi eu des avertissements de comportement qui ont été donnés. On va voir qui des Dolphins, des Bills, des Jets ou des Patriots. On va les mettre dans quelle case pour ces 4 franchises. Je suis encore avec mes deux compères, euh, Les Ryan, ajusteurs. les ajusteurs, Les les, ajusteurs. les doseurs, les... Ah, le doseur, il est là-haut, là. En il haut, est en haut là-haut à avec droite, là. Kevin. En haut à droite, Avec t'as le Kevin. doseur, là. Voilà. Eh bien, écoutez, les amis, on va commencer avec l'équipe qui avait le plus de pics, je crois bien, dans cette draft, puisqu'ils ont sélectionné en tout. Eh bien, je crois qu'ils ont sélectionné 13 joueurs, si je dis pas de bêtises. C'est les Dolphins. Les Dolphins, donc, avec 13 picks. On pensait que les Dolphins allaient faire un peu du trade up, trade down, etc. Finalement, ils ont quand même eu leurs 2 picks au premier tour et ils ont pas tant bougé que ça, sur le reste. Enfin, en termes de nombre de picks, en tout cas, ils ont pas trop bougé. Et donc, ils nous ont concocté une draft avec le tackle d'Alabama au pick 12, Caden Proctor, le tracteur, tout simplement. Le cornerback Chris Johnson, le cornerback de San Diego State, le premier joueur Group of Five à sortir dans cette draft en fin de premier tour. Ensuite, au second tour, on a pris le linebacker finaliste Aceman, ou pas loin, hein, je crois, cette année. Non, je crois qu'il n'était pas à New York, mais il était dans le top 10. Aceman, Jacob Rodriguez. Au troisième tour, 3 picks avec Caleb Douglas, le receveur de Texas Tech, le tight end de Ohio State, Will Kakmarek, et un autre receveur, cette fois-ci de Louisville, avec Chris Bell. Au quatrième tour, on part sur l'edge de Texas, Trey Moore, et le linebacker de Pittsburgh, Kyle Lewis. 3 picks au cinquième tour avec le safety Michael Taff de Texas et le receveur Kevin Coleman Jr. de Missouri, ainsi que le tight end anglais d'origine française Seydou Traoré qui était à Mississippi State. Au sixième tour, le Ok, guard. Michael Olysée. C'est un peu ça, hein. C'est un peu ça, hein, je crois, l'histoire de Seydou Traoré. Et donc au sixième tour, le guard de Texas, DJ Campbell, et le edge de Iowa pour finir, Max Llewellyn, si je dis bien le nom, un nom de famille d'origine galloise, puisqu'on en est à parler des origines des joueurs. Une draft internationale pour les Dolphins, qui avait des trous partout. Qui avaient beaucoup de pics et qui ont décidé que plutôt que de faire des packages pour remonter à la draft, ont décidé finalement de drafter en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ouais c'est ça, donc 13 joueurs. Euh, bon, ils ont rempli tous les nids qu'ils avaient. En même temps, ils en avaient sur tous les postes. Mais maintenant, est-ce que ils ont été intelligents ou pas dans leur pick? Est-ce que vous avez aimé cette draft du côté de Miami, les amis? Je vais laisser Kevin y aller. Je sais pas si je vais être plus dur ou pas que lui. Donc, je vais laisser le Oui, doseur parler. Et ensuite, je vais être l'ajusteur. bah, tu vois, c'est moi qui ai été le plus clément avec eux, parce que je leur mets B. Je leur mets B pourquoi? Parce que, donc, comme l'a dit Max, il y a 13 picks en tout. Tu l'as dit, hein, le roster était tellement vite qu'au final, tu arrives à drafter 4 starters. Et il y a des équipes qui arrivent à drafter où tu te rends compte plus tard que finalement c'est des starters. Non, non, eux, ils ont 4 starters day one à la draft, tellement leur roster est vide de chez vide. Il y a Kedin Proctor en 12 qui peut faire poser des questions. Chris Johnson, pardon, en 27e choix overall avant un Colton Hood. Ouh, le Euh, lapsus. ouais, c'est. Sinon, après, le truc, c'est que je mets B. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de picks que j'aime bien. Un peu comme on en avait parlé quand on a fait les Jaguars. Il y a peut-être du reach, il y a peut-être des choses qui vont pas. Et effectivement, avec Ryan, pendant qu'on faisait la draft le jour même, hein, c'était les Dolphins qui nous ont fait dire un pas en avant, deux pas en arrière. C'est qu'à chaque fois qu'il y avait un bon pick, il y en avait deux merdiques. Mais en soi, il y a quand même du Rodriguez, du Kakmarek que j'aime bien, du Chris Bell, du Kyle Lewis,
du Taffy de Texas, c'est des joueurs que j'aime bien. C'est des joueurs qui, je pense, peuvent vraiment apporter à cette équipe. Mais voilà, tu as quand même d'autres choses qui tout le reste, en fait. Tout le reste, voilà, tu as 2 first round picks, tu reach sur les 2 first round picks. Puis c'est même pas que tu reach, c'est que tu as mieux à chaque fois, en fait. Tu as mieux à chaque fois à cet endroit-là et quand tu as autant de trous que tu as dans ton équipe, prendre des joueurs, c'est bien, mais quand tu as autant de trous et que tu as 2 first round picks, faut que tu aies du pro bowler calibre tout de suite, en fait, et je suis pas sûr que ce soit le cas. Je pense qu'il y avait beaucoup mieux à faire pour que ton équipe elle step up tout de suite. Et du coup, c'est aussi pour ça que je suis pas allé forcément plus haut qu'un B flat. Ouais, bah écoute, moi je suis un peu en dessous de toi, je suis en B-. Il y a 2 reach au premier tour, Caden Proctor. Tu sens qu'en fait, ils ont paniqué un peu parce que Spencer Fano est parti, Moegoa est parti. Alors ils se sont dit putain, il nous faut un tackle, il nous faut un tackle. Sauf que Caden Proctor en 12, je trouve que c'est beaucoup trop. Alors le joueur a du potentiel, le joueur a un plafond qui peut sembler énorme pour beaucoup de gens, mais il y a quand même encore beaucoup à bosser. C'est un monstre physique, mais c'est à peu près tout en termes de niveau NFL de ce qu'il a actuellement. Il va falloir encore le polir, ce joueur. Chris Johnson, j'aime beaucoup ce pick, mais enfin, j'aime beaucoup le joueur, mais dès la fin de premier tour, je trouve que c'est un peu rich. Maintenant, bon. En fait, c'est quand tu vois les corners qui avaient encore de dispo, être déjà sur un Chris Johnson en 27, ça me gêne un peu. Après, le reste des picks, il y a à boire et à manger. De toute façon, avec 13 picks, il y a à boire et à manger. Il y a des trucs où tu dis, ah, c'est bien, tu vois, genre Kevin Coleman Jr. Au 5e tour. Kakmarek, tu prends au 3e, j'aime bien aussi. Chris Bell, qui est un des receveurs sous-côté de cette draft, du côté de Louisville. Enfin, en tout cas, de mon côté, c'est un receveur que j'ai beaucoup aimé cette année. C'est pas mal aussi. Donc ouais, je pars sur un B- parce que en fait, il y a des trucs qui me font descendre en B, en C, et il y a des choses qui me font monter en B. Donc j'ai décidé de me mettre au milieu, B-. Je regrette peut-être de pas avoir à quitte, tu vois, à prendre un cri, tu avais trade down ton pick 11 pour descendre en 12, bon parce que les Cowboys voulaient monter ou quoi. Bah tu vois, Chris Johnson, j'aurais à la limite continué à trade down et va le récupérer début second tour par exemple, ou des choses comme ça. Mais bon, les Dolphins, on est sur un B-, donc on passe, on évite les avertissements, mais attention quand même. Attention quand même, c'est une draft qui peut très vite dire ah ils ont tout raté ou alors ah putain en fait c'était bien vu. Donc on verra bien ce que ça va donner au niveau de la cuisine de Jeff Hafley, l'ancien coordinateur défensif des Packers. Mais écoute, moi je vous trouve très gentil parce que certes, il y a des joueurs qu'on aime bien, mais en même temps, quand tu as 174 pics, au bout d'un moment, il faut bien que tu réussisses à en faire un de bien. Je suis comme vous, il y a des joueurs que j'aime beaucoup. Maintenant, moi de mon côté, ça sera un C. Et ils ont de la chance en fait d'avoir chopé des joueurs que j'aime bien justement. Je pense notamment là, à la petite triplette là, lors du 3e jour, Kyle Lewis, Michael Taaffe, Kevin Coleman, que je trouve très sous-coté. Kevin l'a dit, tu as du Chris Bell, Kakmarek, que j'aime bien, Jacob Rodriguez, que j'aime bien, et je vais même aller plus loin. Tu as un Caden Proctor, moi, que j'aime bien. Mais maintenant, le problème, c'est que tu as du Rich, tu as des mecs qui ont rien à foutre là. Et surtout, tu avais des meilleurs choix à faire au moment où ils ont fait d'autres choix. C'est quelque chose que j'ai dit, que j'ai redit, que je redirai encore. Tu finis ton jour 1 avec Caden Proctor et Chris Johnson. Il y a un monde où tu pouvais finir ton jour 1 avec un Mackay Lemon et un Caleb Downs, ou un Caleb Downs et un Colton Wood, ou un Caleb Downs et un autre tackle, ou un autre tackle ou un autre joueur et un Colton Wood. En fait, tu aurais pu tellement te renforcer ailleurs que je comprends pas forcément. Alors, je me suis dit, tu vas chercher Caden Proctor en 12, c'est complètement pour le faire jouer tackle. C'est que tu mises tout sur l'upside du mec. Tu te dis que vraiment, tu as un truc de zinzin à faire avec lui. Finalement, on a appris que pas du tout, qu'ils vont le glisser au poste de guard. Hein. C'est déjà fait, hein. C'est officiel qu'il sera placé guard.
Donc, je valide encore moins. Tu as une room de receveurs là pour l'instant, c'est catastrophique. Donc on espère que Chris Bell et Kevin Coleman ou même un Caleb Douglas sera capable d'aller chercher des reps parce qu'actuellement leur starting line-up c'est Jalen Tolbert, Tutu Atwell et Malik Washington. Tutu Atwell, ah putain. Ah ouais, non mais c'est marrant, mais pas du tout en fait. Tu vois. Ouais, Malik Willis, c'est pas. Bon, bref, il a eu un bon salaire. Ouais, donc en fait, très rapidement, tu commences à te dire que, ouais, tu me dis que là-dedans, tu te rajoutes un Mackay Lemon, ça aurait plus de gueule, tu vois, que de te dire tu as un Kadin Procton en guard. Bon, c'est fait. Maintenant, on n'en parle plus. Par contre, je suis désolé, Chris Johnson, pris avant un Colton Hood, moi, chez moi, ça passe pas du tout. Et vraiment, je te dis, heureusement pour eux que à droite et à gauche, ça a récupéré des joueurs qu'on aime bien parce que la draft, elle aurait pu avoir une toute autre gueule. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors oui, comme on l'a dit, tu as des joueurs là-dedans qui vont finir par être starters et je pense qu'ils vont avoir des belles carrières en NFL. De toute façon, tu avais tellement de trous que tu as forcément 3-4 joueurs dans toute la liste là qui devraient logiquement jouer. Mais c'est pas extraordinaire. Vraiment, 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 je me répète, pour moi, il y avait beaucoup, beaucoup mieux à faire. Maintenant, écoute, par séquence, c'est ce qu'on a dit, c'est t'envoies un home run, puis tu te fais strike, et puis tu renvoies 2 home runs et tu te refais strike. Et ça a été ça toute la draft. Donc j'attends de voir. Moi, il y a des choses que j'aime bien. Là, derrière, j'ai vu qu'après la draft, ils sont un petit peu activés aussi sur la free agency et sur les UDFA pour récupérer des noms que j'aime bien aussi. Je pense à un Le'Veon Moss qui vient dans cette room de running back. Ils ont récupéré un de mes chouchous de la draft, Mason Riger, en edge rush, en edge rusher. Ils sont allés chercher René Konga, le defensive tackle de Louisville, qui est un méga athlète et donc une Tech 3. Là, j'ai vu que ça a signé des edges un petit peu dans tous les sens pour faire de la rotation. Ils ont réussi à choper du David Ojabo, du Robert Bill. Donc, écoute, c'est des bonnes choses, tu vois. Mais je reste sur mon idée de me dire, putain, t'avais quand même potentiellement bien mieux à faire. Donc, c'est ça qui m'empêche d'aller plus haut. Et donc, chez moi, les Dolphins, c'est un C. Et c'est un C d'encouragement parce qu'il y a des joueurs que j'aime beaucoup, mais. Allez, on les fait passer dans la classe supérieure, mais encouragement. Et... Il n'y a pas d'encouragement. Moi, je vous ai à l'œil. C'est avertissement. Voilà. Tu passes, mais mets-toi à bosser. Mets-toi à bosser, ouais, c'est ça. Exactement. Il y a pas encore la sanction n'est pas encore tombée, mais attention à la saison qui arrive chez les Dolphins, qui sont clairement sur une grosse transition après l'ère Tua Tagovailoa et McDaniel. Et on verra ce que ça donne. On va partir chez une équipe qui, elle, n'est pas dans une phase de transition, qui est encore et toujours à poursuite au moins d'une participation au Super Bowl avec son quarterback Josh Allen. Ce sont les Buffalo Bills. Les Buffalo Bills qui ont démarré cette draft avec un pic au premier tour, mais qu'ils ont décidé de trade down. Et en fait, quand j'ai regardé un peu l'historique ils ont fait que trade down. Toute la draft, ils n'ont fait que trade down, que trade down, que trade down. Donc, ils ont récupéré du pic pour les années à venir. Ils ont récupéré des choses comme ça. Au final, ils sortent quand même avec 10 pics, 10 joueurs quand même. L'edge de Clemson, T.J. Parker, du coup, en début de deuxième round. Le cornerback d'Ohio State, Davidson Igbenogsom, en fin de second tour. Ensuite, on se retrouve au 4e tour avec, là encore, du trade down durant le 3e, puisqu'il récupère le tackle de Boston College, Jude Bory, le receveur Skyler Bell de Yukon et le linebacker de TCU, Caleb Elams-Orr. Au 5e tour, 2 picks avec Jalen Kilgore, le safety de South Carolina, et le defensive tackle de Penn State, Zane Durant. Et au 7e tour, 3 joueurs, Toriano Pride Jr., le corner de Missouri, le punter de Florida, Tommy Doman, et le guard de Texas A&M, Amarj Reed Adams. Une draft des Bills donc qui a regardé en arrière à chaque fois, mais qui a quand même rempli ses needs. Hein. Il y avait des needs au poste de receveur, au poste d'edge, linebacker notamment. Ils ont été remplis. Maintenant, est-ce que c'est une draft
incroyable. Moi, je trouve que c'est une bonne draft sans plus. On est un peu dans la lignée de ce que j'ai pu dire pour les Colts, par exemple, ou quoique non, les Colts, j'avais plus des Texans. Les Texans, par exemple, c'est-à-dire que je m'attendais à cette draft, à une draft dans cette saveur-là, et c'est globalement ce qu'on attend. TJ Parker, début de second tour, on est sur un bon pick quand même à ce moment-là, en plus en ayant trade down. Et après, sur le reste des picks, on est sur de la bonne value. J'adore Skyler Bell, qui a fait une saison très productive du côté du Yukon avec Fagnano, dans une room des Bills où je pense qu'il a la place pour notamment sauter un Keon Coleman, par exemple, ou en tout cas être derrière dans le slot par rapport à un Khalil Shakir, on verra un peu. Non, ouais, vraiment les Bills. Après, il y a des joueurs que je connais pas trop dans le lot, mais ça a rempli en fait les needs qu'ils avaient aussi dans leur poste. Donc déjà, à partir de là, même si c'est des joueurs que je connais pas, mais je vois que ça pique dans des positions où ils avaient besoin, bon, bah, je considère que quand même c'est déjà ça. Donc voilà pourquoi je donne un B. B régular. L'élève qui passe chaque année sans trop forcer, mais qui passe. Et on va voir si l'équipe va enfin taper son plafond de verre ou si ça va rester sur les mêmes saisons que d'habitude. Ouais, du coup, tu disais que ils étaient pas dans une transition comme les Dolphins, mais ils sont quand même dans une transition. Hein. Ils ont perdu leur head coach est enfin parti. Ils ont récupéré Joe Brady, qui est, si je dis pas de bêtises, c'est son premier taf en tant que head coach. Lui qui avait été coordinateur avant. Jim Leonhard, pareil, c'est un jeune coordo. Pete Carmichael, qui, en dehors du carcan Sean Payton, n'a jamais vraiment réussi. Ça n'a jamais été vraiment probant son truc de aussi. Donc pour moi, ils ont un roster qui est solide de base. De toute façon, tu peux pas être contender année après année comme ça. Tu as un quarterback qui, de toute façon, t'apporte un plus indéniable. Et pour moi, c'est surtout ça aussi le fait que sans ton premier tour, bah, c'était compliqué d'aller trouver avec un roster pareil, c'est compliqué d'aller trouver un starter sans premier tour. Donc, je mets pas tant Bah, de. ils l'avaient, mais bon, ils ont décidé de. Oui. Mais donc, du coup, tu sais, j'ai pas vraiment besoin de leur mettre. Enfin, j'ai pas vraiment d'envie de leur mettre un malus dans le sens où, bah, vas-y, tu payes ça, tu vois. Parce que mine de rien, c'est pas comme s'ils avaient été inactifs en free agency. Ils sont allés récupérer DJ Moore en receveur, Ben Van Sumeren, bon, en fullback, on s'en fout un peu, mais Bradley Chubb, CJ Garner-Johnson et D. Alford en défense. Les plus gros needs que tu avais, en fait, tu les as pris en free agency. Donc, en fait, là, maintenant, tu t'es rajouté de la rotation. Je trouve que la draft, elle est bien potable comme il faut. Ça te donne au mieux de la compétition intéressante pour un poste de starter, au pire une rotation. Donc, vu l'état du roster actuel, c'est une bonne draft pour moi. Donc, j'ai mis un B classique, pareil. Ouais, de mon côté, c'est un B aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui tapent un petit peu sur les doigts des Bills. Je pense que c'est par méconnaissance comment dire, de leur effectif global, tu vois, et des needs qu'il peut y avoir. Il faut savoir que ce genre d'effectif, c'est assez dur, et même ce genre d'équipe, c'est assez dur de drafter. Essayez de vous mettre dans la peau, en fait, d'une équipe qui finalement a pas tant de need que ça, mais sur le peu de need qu'ils ont, ils ont besoin de joueurs vraiment spécifiques et d'aide vraiment spécifiques à des moments importants. Et je pense que ça peut expliquer parfois les trade downs qu'on a pu voir au cours de la draft. Maintenant, ouais, moi, je reste sur un B. Ce qui fait vraiment baisser la note pour moi, c'est, contrairement à ce que vous voyez, c'est un TJ Parker que moi, je n'aime pas du tout. Maintenant, on le disait pour l'épisode des Titans ou un Keldrick Fall qui tombe dans le meilleur environnement ou quoi. Je pense que TJ Parker, sous McDermott, j'aurais peut-être un peu moins tiré la gueule parce que finalement, c'est typiquement le genre de profil qu'ils aiment bien. Ils nous avaient fait le coup avec un Greg Rousseau, notamment, tu vois, où ils aiment ce genre de profil puissant, grand, mais à développer, qui reste assez jeune, tu vois. Donc là-dedans, je pense que TJ Parker coche toutes les cases. Là, c'est vraiment juste moi qui n'aime pas du tout ce que TJ Parker a pu montrer. J'ai beaucoup de mal à voir un développement possible, donc forcément, moi, ça fait baisser la note un petit peu. Ensuite, il y a Jalen Kilgore, que moi, je n'aime pas du tout non plus. Après,
Encore une fois, ça aurait été sous McDermott, j'aurais bien aimé voir parce que je sais que les safety et les DB avaient des utilisations bien spécifiques, tu vois, à Buffalo, et que peut-être que Kilgore aurait pu avoir un vrai rôle là-dedans. J'attends de voir, mais je suis vraiment pas fan. Donc là aussi, ça fait vraiment baisser ma note. Mais en fait, à part ces 2 pics-là, quand je regarde, la plupart des pics, soit je les survalide, soit j'aime beaucoup le potentiel qu'ils ont. Ça commence avec un Davison Igbinosun, qui était un de mes chouchous sur le Day 2 à aller chercher en tant que cornerback, qui selon moi pourrait vraiment plafonner en tant que cornerback 2, mais qui a une vraie valeur. Je trouve qu'il y a eu un petit reach quand même là-dessus, mais je suis pas sûr qu'au pic d'après pour les Bills, Igbinosun soit encore disponible. Donc je peux entendre le reach là-dedans. Big body corner, méga volontaire sur le run support. Maintenant, il faut faire attention. C'est un mec qui est très grabby, qui a eu beaucoup de soucis de flag. Il s'est calmé quand même sur en 2025, il en avait moins, je trouve. Il s'est vraiment calmé. Alors, je sais que sur ça, Kevin et moi, on en a beaucoup parlé parce que pour Kevin, c'est un petit peu les MVP calls. Tu vois, le fait que Ohio State était champion, les arbitres s'y font un peu moins. Moi, je suis pas forcément d'accord. Je trouve qu'il a vraiment fait un effort là-dessus. Maintenant, il me semble que je l'avais dit lors du live, c'est quelque chose qui suivra, même en NFL. Faudra pas vous arracher des cheveux. Je vous le dis d'avance, Igbinosun sera flagué en NFL tout simplement parce que c'est son jeu. Il est comme ça. C'est un mec qui est ultra physique. Il sera flagué obligatoirement. Mais par contre, vraiment, on l'a dit et redit, c'est peut-être un des meilleurs cornerbacks en termes de run support de toute la QV, extrêmement volontaire. C'est un plaqueur très solide. Et puis tout simplement, comme on l'a dit, c'est un big body corner. Il sera capable de prendre des grosses cibles. Moi, personnellement, je valide. Je valide complètement. J'ai mis un A sur ce pic-là. Jude Bowery, pareil. Je trouve que c'est un joueur qui a beaucoup de potentiel. Il est peut-être pris un petit peu haut. Mais encore une fois, j'ai la vision. Tu es en train de préparer un petit peu l'avenir. Potentiellement, Jude Bowery pourrait tourner guard. Et apparemment, c'est peut-être ce vers quoi on se dirigerait sur son début de carrière. Donc, dans ce sens-là, moi, je le comprends complètement. Skyler Bell, Max, t'en as parlé. Moi, c'est un de mes petits chouchous à aller chercher aussi plus tard dans la draft parce que le mec est vraiment plus complet que ce qu'on pourrait croire. C'est un super route runner. Je vois complètement l'utilisation que pourrait en faire Joe Brady, qui aime beaucoup envoyer de la receiver screen. Et pour le coup, Skyler Bell, balle en main, c'est une menace. Route runner, c'est une menace. Mais c'est un bloqueur qui est très honnête. Vraiment, il ne se cache pas là-dessus. Caleb Elam's-Or, j'aime bien. Mais comme pour Igbinosun et Bowery, je trouve que c'est un petit peu tôt. Mais pareil, j'ai la vision. En fait, quand tu regardes la depth chart des Bills, tu avais besoin d'un mec, d'un jeune linebacker à commencer à intégrer à ton effectif pour prendre la suite d'un Terrell Bernard, d'un Dorian Williams. En fait, tu regardes et derrière, finalement, ta room, elle est assez vide. Donc, en fait, si tu as une blessure, et on sait que, je crois, c'est Terrell Bernard qui est abonné un petit peu aux blessures récurrentes, en fait, tu te dis que c'est un peu compliqué derrière. Donc, aller chercher un mec que tu as envie de développer, mais qui puisse être en fait ton linebacker 3 et potentiellement se retrouver titulaire en cours de saison, c'est pas du tout une mauvaise chose, tu vois. Derrière, comme je te disais, Jalen Kilgore, je suis pas fan, mais j'attends de voir, mais je suis vraiment pas fan et ça tire un peu la note vers le bas. Zane Durant, je valide complètement. C'est honnêtement, là, tu es au day 3, t'as pas grand chose à perdre. Le mec, il est ultra physique, mais techniquement, faut bosser certaines petites choses. La chose que j'aime bien, c'est que Buffalo, il me semble qu'il joue sur un front 3. Donc potentiellement, Durant, tu peux le placer en tant que defensive end sur ce front 3. Donc vraiment sur un poste de defensive tackle écarté, donc en position 4 la plupart du temps. Et là, en fait, tu vas pouvoir maximiser son potentiel athlétique. J'aime beaucoup, surtout que honnêtement, defensive tackle, ça bosse sous l'ancien régime, ça bossait plutôt bien aussi pour développer ses DT. Donc j'aime bien. Toriano Pride, c'est peut-être un petit peu tôt, mais typiquement, c'est le genre de projet que j'aime voir au Day 3. Toriano Pride, c'est vraiment le mec, c'est une fusée, mais tu as tout à apprendre en fait techniquement. Il est très très raw, mais comme je vous dis, en fait, c'est un projet de Day 3 que je valide. Tu prends un ultra athlète et tu essayes d'en développer un joueur de foot. Et en fait, si tu réussis, c'est génial parce que ta value, elle est excellente. Ensuite, tu as Tommy Doman. Je pense que Florida, ça fait partie des rares équipes qui sont, comment dire, c'est une école à spécialistes en fait, Florida, que ce soit kicker ou punter. Régulièrement, ça sort des mecs qui sont prêts pour la NFL.
pareil, je me dis que là, un petit pic de fin de draft sur un punter, c'est excellent. Tu as une très bonne value, donc je valide. Et ensuite, Armaj Reed Adams, même chose. Tu es en toute fin de draft, tu pars sur de l'athlétisme exacerbé que tu vas devoir développer sur un poste qui potentiellement peut devenir un need à court terme. Donc ouais, écoute, pourquoi pas? Pourquoi pas? À toi maintenant de développer un petit peu ce que tu as, mais pour une équipe comme les Bills, tu vois, qui est dans la situation des Bills, je trouve que la draft, elle est très solide en fait. Très solide. Donc j'ai peut-être du mal à monter en A à cause justement, comme je t'ai dit, des pics Jalen Kilgore et TJ Parker, parce que j'ai pas d'affinité avec ces mecs-là, c'est pas des profils que j'apprécie du tout. Mais au-delà de ça, c'est solide, quoi. C'est du B, voire j'aurais peut-être même pu monter B+, s'il n'y avait pas eu TJ Parker ou Jalen Kilgore. Donc vraiment très très solide et c'est une bonne draft. Je trouve vraiment que c'est une bonne draft des Bills. Voilà, donc les Bills, Buffalo Bills en B, finalement, quoi de plus normal? Les 3 B. Les 3B, exactement. On enchaîne avec les Jets. Les Jets qui avaient 3 pics dans le premier tour. Comme l'année prochaine, hein, ils auront également à nouveau 3 pics au premier tour. Les Jets donc qui ont fait la triplette avec le Edge de Texas Tech, David Bailey, le tight end d'Oregon, Kenyon Sadzik, et le receveur d'Indiana, Omar Cooper Jr. Au second tour, on repart sur une des stars de la saison des Hoosiers avec le cornerback d'Angelo Pounds. Au quatrième tour, 2 picks avec Darrell Jackson Jr., le defensive tackle de Florida State, et le quarterback de Clemson, Cade Klubnik. Au sixième tour, on part du côté de Miami avec le guard Hannes Cooper, et on termine à la fin, au septième tour, avec le safety de Kansas State, V.G. Payne. Est-ce que quelqu'un veut démarrer sur cette draft des Jets? Les Jets qui la jouent un peu au Oklahoma City Thunder en NBA en accumulant les, les pics. 3 premiers tours cette année, 3 premiers tours l'année prochaine. C'est pas une mauvaise chose, hein. C'est vraiment pas Non. une mauvaise chose, surtout quand tu vois l'état de l'équipe. Et quand tu vois surtout les talents qui vont être là l'année prochaine, moi j'aime beaucoup, hein. Derrière, ça peut même te permettre de trade up et tout l'année prochaine. Franchement, l'avenir peut être très sexy pour les Jets et je trouve que ça a très très bien démarré cette année. Je leur ai donné la note de B+, personnellement. J'ai bien aimé cette draft. Finalement, la chose que j'ai le plus désaimé ou pas aimé sur cette draft, c'est David Bailey. Et encore une fois, c'est question d'affinité personnelle. Je suis sûr que chez certaines personnes, David Bailey, ce sera un pic A+, mais chez moi, c'est un B-. Il y a Cade Klubnik aussi que j'ai pas forcément validé, mais je m'expliquerai quand je développerai un peu les joueurs. Mais sinon, au global, ouais, j'ai beau ne pas aimer David Bailey, tu te renforces sur un poste à besoin. Tu vas chercher l'edge le plus productif techniquement de la QV. On peut le comprendre. Moi, comme je t'ai dit, pour moi, c'est la fausse bonne idée. Bailey, j'aurais préféré un Ruben Bain très largement ou un Harvell Reese. Mais en fait, quand tu vois la situation de l'équipe et surtout la situation d'Aaron Glenn, qui mine de rien est déjà en fait sur hot seat, tu avais besoin en fait d'une assurance. Et en fait, ton assurance, c'est David Bailey, c'est de prendre le mec le plus productif, le mec qui t'a montré statistiquement le plus de choses en termes de pass rush et sur lequel tu peux le moins te tromper, tu vois. Moi, je valide pas. J'aurais préféré Ruben Bain, mais ça, c'est un autre. Ouais, c'est personnel. Derrière, tu prends Kenyon Sadzik. Alors ouais, Kenyon Sadzik, ça pourra faire parler. Tu as des gens qui ne l'aiment pas du tout. Moi, ce que je vois, c'est que le mec, c'est un athlète plus, que balle en main, il est hyper dangereux, que en termes de run block, il est volontaire au possible, qu'il a montré des choses, qu'il peut encore progresser. Et je me dis que tu rajoutes ce genre de cible dans une offense, ça peut pas être quelque chose de mal. On en parle toujours de ces deux tight end sets. Là, ça te permet d'avoir à la fois Kenyon Sadzik et Mason Taylor. Je trouve que les deux, en fait, balle en main, ça peut être des menaces. Avec Kenyon Sadzik, peut-être une plus grosse menace que Mason Taylor, qui est plus honnête. Mais inversement, je pense que Mason Taylor est un meilleur bloqueur que Kenyon Sadzik, qui sera un bloqueur très honnête. Mais donc, en fait, ça te permet d'avoir deux mecs assez complets, deux mecs que tu peux aligner du même côté, deux mecs que tu peux alterner sur qui va sortir pour aller catcher un ballon ou qui va rester pour bloquer. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est un pic que je valide, en fait, tu vois.
Derrière, tu pars sur un Omar Cooper, même chose. Pour moi, la value, elle est énorme à ce moment-là. Tu te dis que en fait, là, tu pars avec une offense avec Cooper dans le slot, Kenyon Sadiq et Mason Taylor. Tu as un Brissy Hall, Adonai Mitchell en cible, entre guillemets, numéro 2 à l'extérieur. Et merde, j'ai plus le receveur numéro 1 des Jets. Gardner. Garrett Wilson. Garrett Wilson. Oui, pardon, je faisais un mélange de sauce Ouais, Gardner ouais. et Garrett Wilson. Mais donc, je trouve que là, ça commence vraiment à avoir de la gueule. Tu as commencé à renforcer ta O-line aussi déjà l'année dernière. Là, tu vas la renforcer avec Agnès Cooper, qui je trouve est un pic très sous-coté, mais qui a une vraie chance de starter très rapidement. En fait, tu te dis que là, ils sont à un QB de potentiellement avoir une équipe qui tourne. Alors, eux, ils ont pris Cade Klubnik cette année. Je pense, moi, personnellement, que 4e tour. oui, c'est un 4e tour, c'est un projet. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Mais je pense pas que ce soit la solution. Mais c'est solide, c'est solide. Derrière, tu renforces également ta défense avec D'Angelo Ponds, qui aura une vraie place à se faire en nickelback. Tu as un Darrell Jackson, qui là aussi va avoir une vraie importance dans l'effectif, puisque très clairement, là, les Jets semblent glisser vers un schéma en 34, donc en front 30. C'est un petit peu prouvé avec le trade de Tevondre Sweat, où ils ont vraiment récupéré un des top nose tackles en NFL. Et aussi avec le pic de David Bailey, qui est plus orienté outside linebacker. Et en fait, pareil, c'est le genre de choses que les gens prennent pas forcément en compte, mais la position de nose tackle, tu as vraiment besoin de garder un mec frais. C'est des très très gros gabarits qui s'épuisent très vite. Et en fait, le fait de pouvoir faire sortir Tevondre Sweat quelques jeux, en fait, tu as Darrell Jackson qui rentre immédiatement et donc qui aura un vrai rôle dans la rotation, même s'il n'est pas titulaire, tu vois, à proprement parler. Écoute, moi je valide complètement, quoi. Au final, les choix qui me déplaisent, c'est David Bailey et je comprends, Cade Klubnik et je comprends, et VJ Payne, mais ça c'est parce que c'est une merde au football, mais encore une fois, c'est mon avis, tu vois. Parce qu'il joue à Kansas State aussi. Non, parce qu'il est juste nul. Mais pareil, en fait, c'est ton dernier choix de la draft, donc ça, je m'en tape un petit peu, tu vois. Et surtout que techniquement, il ne viendra pas en termes de titulaire, c'est plus un projet, vu que tu as récupéré un Minkah Fitzpatrick, par exemple. Donc il aura le temps d'apprendre derrière. Mais moi, je pense qu'il n'aura pas d'avenir en NFL, c'est que mon avis. Peut-être que je me plante complètement. Oui, c'est un 7e round. Hein, donc voilà, ouais, c'est ça, tu vois. S'il passe le cut fin août, c'est déjà une réussite. C'est ça, mais du coup, je me dis qu'en fait, la draft, elle est quand même méga solide, que tu t'es vraiment renforcé pour le coup, à plusieurs positions, et qu'en fait, ça te permet de voir l'avenir vachement sereinement. Parce que là, tu te dis que ouais, si l'année dernière, tu te rends compte que ce qui te manque, c'est juste un QB. Comme on l'a dit, tu as 3 pics dans le first round, donc va chercher le QB qui te plaît. Si tu te rends compte que là, Cade Klubnik montre des vraies choses, et ça peut être le cas, hein, parce que, encore une fois, j'ai rien contre Cade Klubnik, je pense juste qu'il est limité, mais on sait jamais, hein, tu vois, regarde ce qu'on disait de Tyler Shock l'année dernière. Et je le pensais aussi, je pensais qu'il était extrêmement limité, mais on ne sait pas. En fait, si finalement Cade Klubnik, là, dans un effectif NFL, avec des lectures NFL, avec des cibles de niveau NFL, tu te rends compte que le mec, il est capable de driver ton attaque de manière excellente. En fait, tu te dis, OK, qu'est-ce que j'ai à renforcer l'année prochaine? Cornerback, j'ai un top prospect au poste de corner. Un edge, je vais chercher Dylan Stewart. De la O-line, j'ai 3 first picks. Adonai Mitchell, il ne me donne pas satisfaction, mais j'ai déjà 2 receveurs qui sont très très lourds. Go chercher un des top receveurs de l'année prochaine. Sachant que ce sera les pics des Cowboys et des Colts, donc selon la saison, ça peut être des pics mid first round. Et tu peux, comme je te le disais, faire un package de ces 2 pics-là pour remonter, aller te chercher, je sais pas moi, même si Jeremiah Smith il sort et derrière un Cam Coleman, tu as encore du Ryan Wingo, tu as encore du Ryan Williams qui seront là, tu vois, ça te permet de voir l'avenir un petit peu plus, sereinement et de pouvoir continuer à travailler. Donc j'aime beaucoup la draft des Jets et je leur ai mis un B+. Un B+, qui serait devenu un A si, comme je te disais, tu n'avais pas eu David Bailey ou Cade Klubnik. Mais Klubnik, à la rigueur, je m'en fous, c'est plutôt Bailey. Et ben moi, c'est la raison pour laquelle je suis en A, en fait, parce que j'aime beaucoup David Bailey. J'aime beaucoup David Bailey, donc pour moi, en 2, ça me gêne pas, en fait, ça me choque pas, David Bailey, en plus l'utilisation que tu veux en faire dans ta défense 3-4 en outside linebacker
apporter sur le pass rush. Ça me gêne pas. Kate Klubnik en 4e tour, sachant que l'année prochaine, tu as ton assurance d'aller chercher un QB si ça marche pas et qui peut apprendre derrière Geno Smith. Donc franchement, c'est pour ça que je suis monté en A. C'est pour les mêmes raisons que toi. Mais moi, du coup, les picks David Bailey et Kate Klubnik me gênent beaucoup moins. J'aime beaucoup cette draft. Omar Cooper en fin de premier tour, là, j'adore. Il va s'éclater dans cette attaque parce que c'est un profil qui leur manquait pour jouer dans ce slot. Et mon petit chouchou au poste de corner, mais qui sera plutôt nickelback, d'Angelo Pounds, qui a certes un physique, pas un physique NFL, mais alors il a un instinct, ce joueur, dans le jeu, et que tu arrives à aller le chercher. C'est quoi? C'est troisième, c'est fin de second tour. Honnêtement, ouais, c'est une draft que j'adore, c'est une de mes drafts préférées parce qu'il y a beaucoup de joueurs que j'aime bien aussi. On va pas se le cacher, on a aussi nos affects. Et puis après, je trouve que les Jets vont dans la bonne direction avec cette draft-là, donc c'est pour ça que je leur donne un A. Et tu as l'impression que c'est un coup en 2 bandes, puisqu'il y a cette draft-là et la draft l'année prochaine. Et que la première étape est bien remplie. Il manque effectivement peut-être le QB qui te fait passer un step, mais peut-être qu'ils l'ont, comme tu dis, avec un Kate Klubnik qui va bien s'adapter au système Jets et réussir à performer. Sur un 4e tour, honnêtement, c'est le genre de pari que j'aime bien. Ça aurait été en 3e, 2e tour, là, ça m'aurait dérangé. À la Droualard, par exemple. Bah, moi, je t'avoue que c'est un A, pas plus, justement parce qu'il y a Klubnik. Parce que c'est une gazmère et que Klubnik au 4e, c'est totalement gâché un pick du 4e tour. Et tu vois, on a parlé sur d'autres, sur les Tylen Green ou d'autres, hein, ou sur Allard, c'est que tu vas mettre un 4. Autant la draft est bonne, tu as des bonnes values et tout, autant tu mets un 4e tour sur Klubnik, ça me fait chier, tu vois. Parce que tu as des meilleurs QB dans le même style, tu as des meilleurs QB derrière. Et que. Le petit prince Garrett Nussmeier. J'allais dire, Non, dis-nous mais, les noms, Kevin. non, mais notamment, et pour moi, il y a Nussmeier et aussi Sawyer Robertson, par exemple, tu vois. Mais Ouais. pour moi, tu as des gars qui, si jamais ton trade de Geno Smith n'est pas concluant, en fait, c'est ça qui m'ennuie, c'est que, oui, il y a maintenant la jurisprudence, entre guillemets, Tyler Shogg, mais pour moi, tu pars sur le prémisse que ton rookie QB va potentiellement jouer cette année, si Geno Smith, ça continue d'être la merde. Maintenant, soyons honnêtes, hein, si Geno Smith, c'est de la merde cette année, vu les skills terrifiants qu'il a autour de lui, je pense qu'il peut aller à France Travail et puis commencer à prendre la Oui. tenue de Home Depot et envisager sa post-carrière, tu vois. Mais non, honnêtement, j'aime bien la draft parce que du coup, tu te mets vraiment toutes les armes autour de ton potentiel QB, qui que ce soit ton QB, un peu comme ce qu'on a dit sur les Steelers, par exemple, où tu as pour moi une offense qui est vraiment, vraiment très C'est complète. pas une construction QB d'abord et équipe derrière. C'est ça que j'aime bien. Ouais. C'est ça, mais le problème, c'est que bah, qu'est-ce que ça va donner? Alors, potentiellement, avec tes skills, c'est que. En plus, c'est l'offense de Frank Reich. Hein. C'est Frank Reich qui est le coordinateur offensif. Tu te Ouais. dis, même Geno Smith pourrait performer avec des skills pareils. Donc, mais je comprends aussi le fait de te dire que ben, si Geno ça panne pas, si Klubnik, ce gâchis d'un 4e tour, ne panne pas non plus, bah, tu as quand même t'as un package de négociations pour la draft 2027 qui est assez terrifiant, où tu peux potentiellement, très clairement, ceux qui ont toutes les cartes entre les mains pour façonner le premier tour de la draft 2027, c'est les Jets. Ouais. S'ils ont un QB qui fonctionne, parce que la seule possibilité potentiellement, c'est que Klubnik fonctionne à merveille. Mais même si Geno Smith fonctionne, mais tu te dis, ils vont quand même aller chercher un QB parce qu'il y a trop de bons QB l'année prochaine, tu vois. Mais que ce Oui. soit pour trade-up pour un QB, en sachant que tu n'as pas besoin de trade-up en 1 parce que, à moins d'une grosse erreur, ce sera Jeremiah Smith. Si jamais tu as ton QB, tu peux aller Normalement, trade. oui, mais on sait jamais. Certaines Voilà, équipes. on sait en fonction de qui il y aura, tu vois. Mais tu peux aller trade avec ce que tu as, tu peux trade up en 1. Et soyons honnêtes, les équipes qui vont être dans le top 3 l'année prochaine, il va y avoir des sacrées affaires à faire en trade avec les Jets parce que les Jets vont offrir un pont d'or pour aller chercher soit leur receveur, soit leur QB. Donc voilà, comme vous disiez, je pense que ce serait une draft qui sera analysée en conjonction avec celle de l'année prochaine. Mais pour moi, elle est archi complète. Elle est archi complète, mais
De la même manière que les Steelers, il y avait de toute façon, il y a 2 QB que j'aimais pas trop cette année, c'était Allard et Klubnik. Bah, c'est les 2 équipes qui l'ont drafté mid-round, bah, c'est ceux qui sont pénalisés dessus, quoi, tu vois. Donc je trouve ça Marrant, hein. dommage. Je trouve ça Deux dommage, QB mais deux QB dans des programmes où les joueurs se développent pas. bah, oui, non, mais bizarrement, tu vois, c'est 2 QB avec ces 2 programmes-là, tu vois, c'est bizarre. Et après, si, juste une chose, c'est que j'ai vu qu'ils avaient signé Parham, le garde de Vegas. J'aurais bien aimé voir un pick pour remplacer en garde avant le 6e tour. Parce que je pense que Parham, on l'a vu chez les Chargers, on l'a vu à Vegas, c'est un handicap total dans une O-line. Déjà, je pense que le fait d'avoir tradé pour lui, ça ne matche pas avec ce que tu essaies d'apporter dans cette équipe-là. Je trouve que c'est un gâchis de. Alors, je sais plus si c'est un trade ou une signature en free agency, hein. C'est C'est signature c'est peut-être une signature, c'est peut-être une signature, Ouais, autant c'est pour moi. signature. Donc, il n'y a pas le côté trade, mais pour moi, c'est pas. Autant en défense, ils ont signé 6 starters. Ils sont allés chercher qui? Ils sont allés chercher du Onyemata, du Tevandre Ouais. Sweat, du Des Demario Mario. Davis, Minka Fitzpatrick, tout ce que tu veux. Tu vois, ils sont allés Et chercher des starters. Nashon Wright aussi de Chicago. Ouais, non, C'est ils ont ça, été mais très actifs en défense, hein. tu vois, Et pour Kingsley moi, Gnabaré aussi. mais pour moi, Parham, tu vois, tu aurais mieux fait de te garder un draft pick pour aller chercher un remplaçant. Donc voilà, disons que c'est Klubnik et le fait de ne pas aller chercher du backup à Parham plus tôt qui font que je suis pas sur du A+, mais je trouve Après, que c'est très très lourd. Et encore une fois, avec 3 Hannes first round picks, c'est le genre Hannes de Cooper est peut-être dans ce rôle-là. Alors même si oui, Parham est left guard et Hannes Cooper est plutôt positionné en right guard, mais je trouve que c'est moins dommageable quand tackle de changer de côté, mais oui, après normalement. voilà, je pense que tu avais peut-être meilleur à aller chercher plus tôt et donc voilà. Mais sinon en soi, je sais pas, on va quand même pas chier sur une draft Bonne où je dormais draft. pas donc et encore une Oui, fois, voilà. avec 3 first round picks, alors c'est les Jets, hein, ils auraient été capables de le faire, on les connaît. Mais en tout cas, force est de constater que les 2, franchises risibles habituelles de la NFL, les Browns et les Jets, se sortent au moins les doigts du cul à la draft, à défaut de le faire sur le terrain, c'est déjà ça, quoi. Exactement. Et donc, une belle draft des Jets qui termine avec une note moyenne de A, qui est actuellement la meilleure note de l'AFC, qui est actuellement la meilleure note de l'AFC. On va voir, il reste encore une équipe dans leur division et les 4 équipes de la Ouest. Et on va passer aux finalistes malheureux du dernier Super Bowl, les New England Patriots, de Mike Vrabel, qui est empêtré dans des affaires de relations extra-conjugales avec Diana Russini. Mais est-ce que ça a empêché les Patriots de faire une bonne draft ou pas? Une draft avec 9 picks. Et ça commence avec Caleb Loumou, l'offensive tackle de Utah, le deuxième offensive tackle. Quand même Utah qui voit ses 2 tackles partir premier tour. Second tour, on prend l'edge de Illinois, Gabe Jackass. Troisième tour, le tight end de Notre-Dame, Eli Rarindon peut-être. Circoncision. Le cornerback de Wake Forest au 5e tour, Caron Prunty. Et ensuite, on a 5 picks, 6e et 7e, avec le tackle de Texas A&M, Demetrius Crownover, le linebacker de TCU, Namdi Obiazor, et puis ensuite le quarterback, Beren Morton, qui arrive de Texas Tech, le running back d'Alabama, Jem Miller, et l'edge de Boston College, Kintavious Hutchins. Alors, on en pense quoi de la draft des Patriots? Est-ce que l'année dernière, très bonne draft l'année dernière, on se rappelle que c'était dans nos drafts A+ l'année dernière. Est-ce que cette année, on est dans la même range ou Moi personnellement, je suis pas sur un A+, mais c'est une très bonne draft des Pats. Moi j'ai un B. T'as leur Day 3 en fait qui me tire un peu la note vers le bas parce que je pense que tu avais potentiellement beaucoup mieux à faire, même avec des pics de Day 3. Là en l'occurrence, je parle de Namdi Obiazor, où je pense que tu aurais pu aller chercher mieux en termes de linebacker, de Beren Morton, parce que je suis pas le plus gros fan de ce qu'a montré le QB de Texas Tech, et surtout, bah, mine de rien, je me dis que là, pour le coup, c'est vraiment un pic. Aller te former un QB2, QB3. Donc, pareil, je serais peut-être allé chercher un projet un peu plus Et important. puis,
sa dernière sortie contre une très très grosse défense en college football n'avait pas laissé. C'est pour ça que je te dis que je suis vraiment pas fan de Beren Morton. Jam Miller, ouais, pareil. En fait, je vois pas la valeur ajoutée que tu peux avoir là dans ta room de running back. Et pourtant, j'aime bien Jam Miller, tu vois, mais et je suis loin d'être fan. Et je suis loin de ne pas être fan plutôt d'aller chercher un running back en day 3, ou bien au contraire, tu vois. Mais juste Jam Miller, ouais, c'est pas un pic de ouf. Et ensuite, Quintavious Hutchins, où là, j'ai mis un petit point d'interrogation. Je l'ai pas assez vu. Mais en fait, tu as tous Day 3 qui tirent un petit peu la draft des Pats vers le bas, alors que sur le reste, c'est excellent. C'est vraiment excellent. J'ai quasiment que du A et j'ai un B-. Le B-, c'est Demetrius Crownover et c'est surtout à cause de son âge. Mais sinon, le potentiel que je voyais chez lui était excellent et j'aurais aimé qu'il parte l'année dernière la draft parce que vraiment, il y avait du potentiel chez lui. Ultra physique. Là, il vient surtout pour être un peu un swing tackle, donc une option de rotation qui pourra jouer soit à droite, soit à gauche selon les blessures. Mais j'aime bien. C'est vraiment une option de rotation qui me plaît. Mais donc, à cause de son âge, ouais, forcément, c'est un B- parce que il n'aura peut-être pas le potentiel pour aller plus haut que cette option de rotation. Caron Prunty, je ne l'ai pas assez vu, donc j'ai mis un point d'interrogation sur lui. Et sinon, en fait, que ce soit Caleb Lomou, Gabe Jackas ou Eli Raridon, j'ai un A. Caleb Lomou, j'aime beaucoup. Je trouve que ça fit parfaitement avec l'offense qui va s'orienter passe sous Drake May. Eli Raridon, c'est potentiellement mon tight end numéro 1, entre guillemets, de la draft, où j'aime trop son potentiel. Pour moi, il a tout d'un tight end complet qui pourra devenir à l'avenir un tight end numéro 1. Donc, tu es en train de préparer un peu l'avenir derrière Hunter Henry. Et je pense que dès cette année, Eli Raridon, de par ses qualités en bloc, pourra voir le terrain. Et ensuite, tu as Gabe Jackas, qui était un de mes chouchous, tu vois, sur le deuxième tiers, troisième tiers des edge à aller chercher. Pareil, je trouve que ça fit énormément avec la mentalité Patriots et la mentalité un petit peu Mike Vrabel. Gros power rusher, très productif sur le run stop, très physique, mais tu dois progresser un petit peu sur ton pass rush. Mais pareil, quand je regarde un petit peu, je me dis que là, très rapidement, en fait, il va pouvoir déjà avoir un petit peu de taf en rotation derrière un Draymond Jones ou derrière un Harold Landry qui pourra déjà voir le terrain, tu vois. Donc non, vraie bonne draft des Pats. Pour moi, tu t'es vraiment renforcé. Ça manque peut-être d'un receveur, mais comme on le dit, il ne faut pas oublier la draft de l'année prochaine. Donc ouais, je peux comprendre. Je peux comprendre que tu tires un petit peu la langue en te disant ouais, j'aurais peut-être rajouté une cible à Drake May. Mais écoute, ils ont rajouté Romeo Dobbs sur la free agency. Et comme je t'ai dit, tu as Eli Raridon. Il ne faut pas oublier l'apport que tu peux avoir avec un deuxième tight end. Donc à voir. À voir. Potentiellement, tu as également renforcé ta O-line parce que si Caleb Lomou progresse plus vite que prévu, tu peux te dire qu'il peut prendre ce poste de left tackle et ça te permet de décaler Will Campbell en guard. Et donc, de fait, ta O-line, tu as rehaussé un petit peu le niveau. Donc, non, moi, je valide. C'est juste pas excellent. Tu vois, on ne peut pas monter au même niveau que les Jets ou que d'autres équipes qu'on a notées à cause de ce Day 3 qui est un petit peu midas, un petit peu fadas pour moi. Je dis pas que les joueurs sont inutiles, je dis pas qu'ils n'ont pas d'avenir, juste moi je pense que tu aurais pu faire mieux et du coup ça aurait forcément rehaussé un petit peu ta note. Mais du coup c'est un B, un très bon B, très solide pour les Pats. Kevin, ton micro. Kevin, ton micro. Oh, oui, merci. T'inquiète. Ouais, vraiment, c'est bien parce que j'ai commencé par Beren Morton. Littéralement, ce que j'ai mis, c'est Beren Morton MDR. Voilà. Heureusement que c'est un 7e tour parce qu'on parlait de Gezmer juste avant avec Klubnik, lui aussi se pose là. Mais c'est pas un 4e, c'est un 7e tour. Mais on en revient à la même chose. Tu avais quand même les deux mêmes dont on a parlé juste avant qui étaient encore disponibles, même au 7e tour pour les Pats. Donc, encore une fois, ça m'embête, tu vois. C'est que la manière dont on regarde à chaque fois, c'est pas. Ce qui est embêtant, c'est il y a les reach, mais quand tu reach, il faut regarder qui est-ce que tu zappes, ne serait-ce qu'au même poste qui est encore disponible, tu vois. Et moi, ça m'embête de me dire que tu te dis j'ai besoin d'un QB. Pour moi, la seule exception, ce serait un Tylen Green parce que athlétiquement, c'est un profil qui est particulier. Donc, je ne le juge pas de la même manière. Mais tous les QB ont le même profil cette année.
on va être très honnête, tu as presque que des pocket passeurs. Il n'y a pas de Chamblis qui était dans la draft ou quoi que ce soit. Tu as presque que des grands pocket passeurs, quoi que ce soit. Donc en fait, tous les mecs niveau athlétique gabarit se valent. Niveau style de jeu. Je schématise plus ou moins, d'accord? Donc pour moi, en fait, quel est l'intérêt d'aller prendre un Beren Morton? En fait, il est éclaté au sol. Tu fais autre chose de ton 7e tour, je sais pas, utilise-le pour trade up, pour trade down, fais ce que tu veux, mais pour moi, c'est du gâchis, enfin bon, bref. Mais voilà, tu as 3 premiers tours que je kiffe. Comme Ryan, hein, moi, Raridon, je l'avais en 2, forcément derrière Sadik, mais on en a parlé pendant le jour de draft, c'est ultra complet. Je pense qu'il y a de plus. Il serait peut-être, comme dit Ryan, tu peux le mettre au niveau de Sadik. Pourquoi? Parce que tu as toute l'expérience qu'il y a derrière et tu as une technique qui est plus raffinée qu'un Sadik qui est plus brut, qui est plus jeune et qui a moins cette expérience du terrain parce qu'il a qu'une seule année de start. Donc Raridon, il a peut-être ce truc en plus. Pour moi, Sadik était peut-être devant parce qu'il a ce côté est beaucoup plus jeune et pour moi, l'upside est beaucoup plus élevé. Mais Raridon, quand tu mets la tape, c'est d'une propreté, c'est incroyable. Et tout ce qu'il fait, il a une mobilité, enfin, il a une flexibilité d'alignement. Moi, au début, je me suis dit, bah vas-y, ils vont le faire sortir sur les passing down ou quoi. Pas du tout. Il le laisse sur le terrain, il le target et tout. Donc c'est vraiment un bon pick en 3e tour parce que Hunter Henry, ça commence à dater aussi un peu. Ouais. Donc il va falloir voir l'avenir. Et là, tu as un tight end. On en parlait avec un Marc Andrews aussi quand on faisait les Ravens. Tu as ce tight end complet. C'est pas un Koziol, c'est pas un Burke Kircher. C'est un gars qui est complet day one. Donc en fait, ça t'offre une flexibilité dans ton offense avec un Hunter Henry qui est aussi un peu pareil, qui est peut-être un meilleur receveur, mais qui est aussi capable de bloquer une line. Avec la nouvelle méta, on va dire ça comme ça, dont on se dirige offensivement en NFL, je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir un mec comme lui, qui plus est au 3e tour. Quand on voit les tight ends qui sont partis au 2e tour, voire avant lui au 3e, pour moi, c'est un bon pick. Donc, je plus sois très fortement la draft des Pats. Comme on l'a dit, c'était difficile de faire mieux que le A+, presque consensuel qu'on leur a donné l'année dernière. Hein. Je vérifie juste ce que moi, je leur avais donné. Mais ouais, si c'est ça, on avait tous donné A+. Donc, forcément, c'était difficile de faire aussi bien. Mais voilà, Oui. je leur ai mis un moins parce que je trouve que c'est quand même archi solide et on reste sur une bonne lancée de draft pour les Patriots. Et je trouve que toujours les mêmes équipes, on en parle souvent, hein, c'est toujours les mêmes équipes qui draftent bien. Là, sur notre fichier, on remonte jusqu'à du 2022. Je pense que c'est toujours les mêmes équipes qui descendent pas en dessous du B- ou du A1 et les Patriots en font partie, je pense. Effectivement. Je rejoins Ryan, moi. J'ai donné un B. Bon, en même temps, je suis pas très loin de toi non plus, Kevin. On n'est pas non plus très loin. À moins, on est à B. Ouais, que dire qui n'a pas été dit. J'adore leurs 3 premiers tours. Un peu moins lors des 3 aussi. Il y a eu du gros reach, genre Kyron Prunty, je crois que c'est un reach enfin, en tout cas, sur les analytiques que j'ai eu un peu pour analyser un peu derrière, voir un peu. C'était un reach de 200 places pour certains. C'était un mec qui était attendu DFA, mais bon, c'est les Pats, hein, ils ont un peu cette tradition aussi d'aller chercher des mecs que tu n'avais pas forcément prévus et qui arriveront à se développer dans leur système. Mais ouais, à part les derniers pics que je trouve pas incroyables et qui me font en fait descendre de A à B, alors en fait leurs trois premiers pics sont vraiment excellents, remplissent les needs qu'ils avaient. Comme tu dis, Hunter Henry, il sera temps à un moment donné de tourner la page. Et puis c'est vrai qu'il me manque un receveur dans cette draft. Il manque un petit receveur. Alors, c'était pas la draft la plus fournie pour aller chercher, mais par exemple, tu vois, Skyler Bell, ils sont allés le chercher quand c'était qui était allé chercher Skyler C'est Bell? les Le Bills. 5e tour, non? C'est les C'était les Bills. Bills. Tu vois, les Bills, tu vois, ils vont chercher Skyler Bell dans le 4e. Bon, t'avais pas de pick dans le 4e, mais est-ce que tu pouvais réussir un peu à trade up pour aller chercher ce genre de profil, tu vois? On en parlera dans le prochain. Kevin Coleman Jr., par exemple, tu vois, qui est tombé 5e tour. Mais bon. On en parlera dans le prochain épisode, hein, Max. Mais tu avais Cyrus Allen de Cincinnati, que tu aurais pu aller chercher même plus bas. Mais comme je disais, tu vois, à la place d'un Beren Morton, d'un Amdi Obiazor, tu aurais pu aller chercher une petite target comme ça Ou à développer. les gars que les Titans ont pris là en UDFA, Tyren Thompson, qui était le gros freak athlétique qui arrive de Division 2.
t'aurais pu tenter en dernier coup en 7e tour, tu vois. Mais bon. Mais t'en as plein comme ça. T'as les Kansas City là, qui sont allés chercher justement l'autre receveur de Cincinnati, Jeff Caldwell. Le mec, c'est un espèce de régène de Calvin Johnson. L'autre, il a 10 au RAS. C'est une target, il est immense et tout, mais t'as tout à développer. Mais comme tu dis, ce genre de choix-là, tu peux aller les chercher au 7e tour et essayer d'en faire quelque chose, tu vois. Donc voilà pourquoi je reste sur un B régular. Donc ça reste quand même dans une bonne draft. Hein. Si vous faites un B, c'est que vous faites une bonne draft, mais c'est pas la draft exceptionnelle qui mérite un A. Donc voilà pour les Patriots qui terminent donc sur un B+ au niveau de la moyenne. Et donc le récap, les Dolphins dernier avec un B-, les Bills 3e B, les Patriots AB+, et les Jets en tête de la division avec un A. Mais globalement, on est quand même sur une division qui a bien draft. Hein. Enfin, qui a bien draft, en tout cas, qui a des bonnes notes. C'est vrai que les Dolphins, on a quelques petits débats, mais voilà. Voilà pour la FC. T'as du haut et du bas, quoi, chez les Dolphins. De toute façon, ils avaient tellement à manger que... C'est ça. C'est ça. Allez, merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Faut savoir, petit disclaimer, hein, faut savoir que là on fait faire des heures sup à Max. À cette heure-là, normalement il est au lit, bien au chaud, mais il fallait qu'on enregistre. Et d'ailleurs, ouais, on s'est un petit peu étendu là sur cet épisode qui sera, je pense, peut-être l'un des plus longs, mais c'est aussi parce qu'il y a la fatigue et que du coup ça traîne un petit peu en longueur. Mais en tout cas, merci de nous avoir écoutés là sur toute l'heure. Mais je sens là que Max, il est en train de... Ça y est, il est dans le rouge là. Non, ça va, t'inquiète pas. Allez, merci à vous de nous avoir suivis et on va passer donc de l'Est à l'Ouest dans le prochain épisode.